Vous avez rendez-vous maintenant avec Guillaume Daré. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous recevez Franck Riester. Oui, absolument, le ministre de la Culture. On sera demain 2 mois, jour pour jour, après l'incendie qui a touché Notre-Dame de Paris. Bonjour à tous, bonjour Franck Riester. Bonjour Guillaume Daré. Alors demain sera célébrée la première messe à Notre-Dame, 2 mois après l'incendie. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous y assisterez, vous? Non, je n'y assisterai pas, mais c'est un beau symbole. C'est que l'objectif fort, qui est de rouvrir Notre-Dame de Paris aux fidèles et ensuite demain aux touristes, va commencer d'une certaine façon. Et c'est un beau signal d'espoir. Notre-Dame de Paris, aujourd'hui, est encore dans une situation fragile. Dans quel état se trouve Notre-Dame aujourd'hui? Notre-Dame est aujourd'hui dans une situation encore fragile, notamment au niveau de la voûte, qui n'a pas encore été sécurisée. Elle peut toujours s'écrouler. Elle peut toujours s'écrouler. La partie qui est tout autour de Notre-Dame a été sécurisée, étayée, frettée. Un certain nombre de vitraux ont été retirés pour les protéger, les restaurer. Des mesures de sécurisation ont été prises sur les différents pignons. Reste la voûte qui est le point le plus fragile. Nous devons installer des planchers au-dessus de la voûte, des planchers en dessous de la voûte pour pouvoir retirer les gravats qui sont au-dessus de la voûte et regarder de près quel est l'état sanitaire des pierres et de la voûte. Tout à fait écarté. Exactement, mais les dispositions sont prises, les services du ministère de la Culture, l'architecte en chef des monuments historiques, les entreprises sont mobilisées pour la finalisation de la sécurisation et faire l'état précis de diagnostic sanitaire de Notre-Dame de Paris pour ensuite pouvoir établir les travaux de restauration, de consolidation et de reconstruction de la flèche et de la voûte. Est-ce qu'on sait quelle est l'origine du sinistre? Non, on ne sait toujours pas. La police et la justice sont au travail. Bien évidemment, dès que nous aurons les informations, la justice pourra communiquer. C'est-à-dire que la piste criminelle n'est pas non plus exclue ou quand même elle est écartée? Écoutez, a priori, ce n'est pas criminel, mais il faut rester toujours prudent. Tant que des annonces n'ont pas été faites par la justice, on ne peut pas, nous, se substituer à elle. En revanche, ce qui est certain, c'est que de nombreuses auditions ont lieu, les enquêtes sont faites, notamment archéologiques, c'est-à-dire que ça se poursuit. J'ai vu qu'il y avait des robots, effectivement. Exactement, les robots, puisque comme la voûte est fragile, on ne peut pas faire travailler des femmes ou des hommes. Donc ce sont des robots qui regardent dans les gravats et qui puissent trouver des indices qui permettraient de comprendre l'origine de l'incendie. Franck Riester, il y a eu un élan mondial de solidarité après cet incendie. France Info révèle ce matin que seuls 9% des promesses de dons ont été honorées. C'est-à-dire qu'il n'y a que 80 millions d'euros qui ont été effectivement versés. Est-ce que vous nous le confirmez? Oui, tout à fait. C'est 350 000 donneurs. C'est 850 millions, un peu plus, de promesses de dons. Mais deux choses. D'abord, il peut y avoir des gens qui promettent de donner, mais qui, in fine, ne le font pas. Et puis, il y a surtout, et ça, c'est normal, c'est que les dons vont être donnés progressivement aussi en fonction de l'avancée des travaux. Des conventions sont en train d'être travaillées avec notamment les gros donateurs, avec les fondations, les 4 fondations, enfin les 3 fondations et l'institution qui ont été les 4 institutions choisies pour faire partie de cette grande collecte nationale. Et c'est ces conventions qui vont permettre ensuite de voir les versements pour l'établissement public, puisque vous savez que nous créons un établissement public dont le général Georges Lin sera le président, qui aura pour vocation de reconstruire, en lien avec le ministère de la Culture, de restaurer Notre-Dame et reconstruire la charpente et la flèche. Est-ce que vous encouragez encore les Français à donner ou est-ce que ça suffit? Oui, bien sûr. Cet élan de générosité doit continuer. Les dons sont évidemment toujours les bienvenus. Il y a des dispositifs fiscaux spécifiques. Vous savez que nous avons une loi qui est en discussion au Parlement et qui va permettre jusqu'à 1 000 € de dons pour les particuliers, de non seulement avoir les 66% de réduction d'impôts classiques pour le mécénat, mais de monter à 75%. C'est un signe fort qu'on a donné à nos compatriotes pour leur dire que l'État s'engageait aussi à leur côté. Alors, justement, ça, c'est l'élan de générosité, mais dans les faits, ça a l'air plus compliqué que ça. Certains évoquent un casse-tête politique, même dans ce projet de reconstruction. Nos confrères du Point disent on ne sait pas qui pilote, la chaîne de hiérarchie est totalement embrouillée. Première chose, vous en avez parlé à l'instant, le général Georges Lin, qui a été nommé par le chef de l'État, qui serait en guerre larvée avec vous. C'est qui le patron de la restauration? C'est lui ou c'est vous? Le patron de l'État, c'est le chef de l'État. Il y a un gouvernement, un Premier ministre du projet de reconstruction. Et un ministre de la Culture qui a la responsabilité
des questions patrimoniales. Et donc, le chef de l'État a choisi comme chef de projet pour la restauration de Notre-Dame de Paris le général Georges Lain, qui sera le président d'un établissement public sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, pas de guerre larvée. Mais il n'y a pas de guerre larvée, mais c'est un projet exceptionnel. Donc, on met en place un dispositif exceptionnel. Et comme tout dispositif exceptionnel, eh ben, il n'est pas comme les autres. Et donc, il faut le caler. Et ça, ce calage... Diplomatiquement, ça veut dire qu'il y a quelques tensions de temps en temps. Non, mais ça se passe franchement pour le mieux. L'intérêt, c'est l'intérêt général, l'intérêt de la restauration de Notre-Dame qui doit être exemplaire. Et je peux vous assurer qu'entre la loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui n'a et pas encore été... l'organisation de l'administration avec, encore une fois, très clairement, un établissement qui n'a pas encore été public... voté, Franck Riester. Est-ce que vous n'êtes pas allé un peu vite ? Alors, je vous explique pourquoi nous avons besoin d'aller vite, parce que nous avons besoin de faire voter ce fameux dispositif fiscal qui est rétroactif, donc on ne peut pas le voter dans des mois. Et en revanche, effectivement, nous sommes en train de finaliser les dispositions spécifiques de dérogation pour nous permettre, dans ce chantier exceptionnel, d'avoir des dispositions qui nous permettront de faire en sorte qu'on aille un peu plus vite sur un certain nombre de procédures et de permettre, par exemple... certains sénateurs, notamment de droite. Oui, mais je comprends leur inquiétude. Elles sont légitimes. On aura l'occasion à la fois dans les discussions à l'Assemblée nationale dès le 1er juillet, là on revient en discussion à l'Assemblée nationale, de rassurer tout le monde sur la volonté très claire de l'État, non pas de s'asseoir sur les dispositions de protection du patrimoine auxquelles nous sommes attachés, qui sont une fierté, qui sont copiés dans le monde entier, mais de simplement, pour ce chantier exceptionnel, nous donner des dispositions qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans un certain nombre de procédures et de pouvoir désigner, par exemple, l'INRAP, qui est un acteur national pour l'archéologie, pour nous accompagner dans la restauration de Notre-Dame de Paris. Franck Riester, vous êtes ministre de la Culture, vous êtes aussi à la tête d'Agir, qui est le parti de la droite qui est Macron-compatible, si on caricature un petit peu. Vous faisiez campagne avec la liste En Marche, Renaissance. Nathalie Loiseau fait une arrivée remarquée au Parlement européen. Elle est obligée de renoncer à la présidence du groupe centriste au Parlement, après ses propos pour le moins pas franchement diplomatiques sur certains de ses collègues. C'est quand même un sacré camouflet pour la France, non ? Non, pas du tout. On est dans un moment... Ça aussi, c'est diplomatique. Non, c'est pas diplomatique. C'est des offres qu'on n'aimerait pas qu'ils sortent. Ça arrive à n'importe quel responsable politique. Mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est qu'il doit y avoir des discussions avec des partenaires. Et vous savez, le Premier ministre dit souvent que la poutre travaille en France, cette recomposition politique. Mais cette recomposition politique, elle est à l'œuvre aussi en Europe. En Europe et en France. En France, par exemple, Attendez, en Europe, elle est à l'œuvre. Et donc, dans ce groupe, qui est le troisième groupe, qui est un groupe charnière, qui est un groupe décisif pour la future majorité parlementaire, eh bien, il y a des discussions entre partenaires. Il faut respecter ses partenaires. Il y a des équilibres. Et ce n'est pas une fin en soi que la France ait la présidence de ce groupe charnière. Et peut-être d'ailleurs que la France l'aura. Merci beaucoup, Franck Riester. Et puis, si vous voulez poursuivre avec la politique, eh bien, rendez-vous dimanche à 12h10 sur France 3. Francis Letellier recevra Gilles Legendre, le patron du groupe de La République En Marche, à l'Assemblée. C'est à vous, Laurent. Merci Guillaume, bonne journée à vous, messieurs.